Bienvenue dans cette nouvelle fac du mois de septembre. Alors aujourd'hui, je vais aborder la première question. Est-ce que l'État peut s'endetter intelligemment? C'est une question qui m'a fait un peu sourire, mais qui a tout son sens. Si l'État doit faire tourner la planche à billets, le mieux n'est-il pas qu'il emploie l'argent imprimé pour faire des investissements publics, régaliens ou non? En gros, quitte à imprimer du pognon, autant s'en servir intelligemment. Effectivement. Alors le cadre de la question. Lorsque l'État dépense de l'argent, il détourne des ressources du marché pour les allouer ailleurs. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est-à-dire que la première impression qu'on a, c'est de dire quand l'État investit quelque part, ça vient en plus du reste. Alors oui et non. Oui, si jamais vous avez des gens qui sont au chômage et qui attendent les bras croisés à l'usine de pouvoir travailler. Et non, si vous prenez des commandes aux entreprises en substitution d'autres choses. Par exemple, je sais pas moi, un bailleur social qui vient construire des logements, eh bien, il vient ajouter de la concurrence en appel d'offres aux entreprises privées. Donc, il peut retirer ou faire monter les prix, ça a un impact. C'est un détournement de ressources mécaniquement. Les gens et les matériaux qui sont employés à répondre à l'endettement de l'État, au projet de l'État via l'endettement, ils ne sont pas employés à autre chose. Donc, faut déjà bien avoir ça en tête. C'est pas une création, c'est pas parce qu'on crée de l'argent qu'on crée des matériaux et qu'on crée des heures de travail. Pour les matériaux, c'est sûr que non. Pour les heures de travail, ça dépend. Voilà. Deuxième chose, lorsque l'État s'endette, il dépense aujourd'hui des impôts qui seront prélevés demain. Lorsqu'un État ne rembourse pas, quelle que soit la forme du non-remboursement, ça détruit de l'épargne ou de la valeur quelque part. Quand c'est de l'inflation, on va bouffer l'épargne des gens qui ont investi en obligations. Quand c'est un haircut, une taxe ou je sais pas quoi, enfin voilà, une ponction, on vient taxer l'épargne des gens qui ont du cash à la banque. Quand c'est... il y a tout un tas de façons de faire faillite. Quand on raye l'épargne, ça a toujours un impact quelque part. Et même quand on raye la dette qui a été faite à la BCE, à la Banque centrale, ça a un impact parce que on a pompé des ressources qui auraient dû être allouées ailleurs lorsqu'on a utilisé cet argent. Donc ça a toujours un impact de dépenser de l'argent. Ensuite, créer de la richesse nécessite de produire ce que les gens sont prêts à payer pour l'acquérir. L'idée derrière cette question, les deux premiers tirés sont là pour cadrer le débat, et l'idée de la question c'est de dire mais est-ce que l'État ne peut pas créer, quitte à ce que l'État s'endette, pourquoi ne pas créer de la richesse par la même occasion, quitte à le faire? Le problème, c'est que créer de la richesse, c'est vraiment pas un truc simple. Et on peut résumer ça en disant produire de la richesse, c'est produire ce que les gens sont prêts à payer. S'ils sont prêts à payer, c'est qu'ils en ont besoin ou qu'ils sont persuadés d'en avoir besoin. Et s'ils peuvent payer, ça veut dire qu'ils ont les moyens de se l'offrir. Et en fait, c'est vraiment pas simple ça. Créer de la richesse, c'est un truc à vous faire péter les plombs n'importe quel patron. Parce que tous les patrons veulent créer de la richesse pour leurs clients, de la valeur pour leurs clients, afin de faire vivre leur entreprise, mais c'est pas facile. Donc en théorie, oui, pour peu que l'État sache créer de la valeur au juste prix, oui, l'endettement devrait être un facteur d'enrichissement, la dépense publique du moins, pas l'endettement. Sauf que le problème, comme je vous l'ai dit, c'est ce problème de juste allocation des ressources. Et ça, c'est très compliqué parce qu'en réalité, personne ne sait comment on fait pour créer de la richesse. Et personne, je n'ai pas plus un fonctionnaire qu'un patron ou que sais-je. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre un patron et l'État? Le problème, c'est qu'un patron, il a beau ne pas être plus éclairé qu'un haut fonctionnaire, lorsqu'il ne réussit pas à créer de la richesse et qu'il a engagé des moyens pour tester son idée, il fait faillite. Et du coup, ce qui stoppe les mauvaises idées, c'est tout simplement la faillite. Et le problème de mon haut fonctionnaire qui décide qu'il faut élargir les trottoirs de 50 cm, c'est que ce gars-là ne fait jamais faillite. Ou du moins, il fait faillite au bout de 50 ans ou de 70 ans, ce qui est beaucoup trop long. Ça vous plante le pays. Mais fondamentalement, ce qu'on appelle une mauvaise allocation des ressources est générée par cette impossibilité d'échouer assez vite, dans un horizon de temps assez court. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué de savoir ce qu'il faut pour créer de la richesse, je ne sais pas, en France, s'il faut aujourd'hui créer plus d'hôpitaux
ou fabriquer et mettre en place plus d'antennes 4G. Je m'explique, c'est un exemple pour vous faire comprendre. Quand je crée un hôpital, je sais qu'il y a des besoins, il y a besoin de soignants, il y a des besoins dans le monde médical, parce que les soignants sont à deux doigts de péter les plombs, et que les salles d'attente sont longues, et que voilà, je sais tout ça. Sauf que, jusqu'à quel niveau il faut embaucher du monde et créer des hôpitaux? Sachant que en face, comme les clients ne payent pas l'hôpital, je pourrais dépenser indéfiniment en réalité. Donc après, on peut essayer de se limiter en discutant, en débattant. Mais c'est très compliqué à savoir. Et il y aurait une façon de se donner un cap, par exemple, c'est un système, je dis n'importe quoi, où vous dites aux gens, vous avez 5 000 € par an de frais, de frais médicaux de crédit. Donc c'est une enveloppe de 5 000 € qui est allouée à tout le monde voilà, pour l'année. Et si jamais vous ne dépensez pas l'intégralité de cette enveloppe, eh bien on vous en rend une partie. On vous en rend 50%, un tiers, ce que vous voulez, mais vous gagnez de l'argent si vous économisez des sous sur la santé. Et à l'inverse, si vous éclatez l'enveloppe de 5 000 € parce que vous avez un cancer ou je ne sais pas quoi, et bien à ce moment-là, évidemment, tout est pris en charge et la question, elle n'est pas de savoir si vous avez gagné un peu d'argent avec ça. Ça, typiquement, ce serait une façon de transformer les patients, donc les gens comme nous, en acteurs du système, en disant finalement, est-ce que j'ai envie de dépenser 20 € pour aller chez le généraliste, ou 25 € maintenant, je suis pas souvent malade, pour aller chez le généraliste, ou est-ce que finalement je pense que ça ne les vaut pas et du coup je reste chez moi? Et on fait cette péréquation pour tout. C'est-à-dire que le jour où je vais me faire opérer des dents, bah, si je sais que je peux en récupérer une partie, bah, je vais chercher à trouver quelque part l'hôpital au juste prix, quoi, ou la prestation entre la clinique, l'hôpital public ou je ne sais quoi. Et là, on aurait peut-être un moyen d'avoir un prix de marché. Parce que les gens seraient incités à comparer et à se demander « Ah, est-ce que le service vaut le prix que je vais payer ?» Si on n'a pas ça, comme c'est le cas aujourd'hui en France, il n'y a pas de prix de marché et au final, on peut dépenser indéfiniment sans savoir où se situe le juste niveau où on est soigné à hauteur de ce que l'on souhaite dépenser. Parce que sinon, la dépense pourrait être infinie. Je veux dire, on peut toujours optimiser la santé d'une population en dépensant plus d'argent. Et en face de ça, on a les antennes 4G. Bon, une antenne 4G, on va se dire, c'est quand même plus superflu qu'un hôpital. On a plus besoin d'un hôpital quand on est malade que d'une antenne 4G. Oui, mais quand on est malade seulement. Je m'explique. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux créer un hôpital ou alors mettre des antennes 4G à la campagne pour que les gens puissent télétravailler, économiser des transports, être moins stressés, tomber moins malades, et puis toutes les retombées positives qu'il peut y avoir à télétravailler, comme claquer moins de pétrole, faire des économies en tous sens, etc. Et ben, vous voyez, créer de la richesse, c'est arriver à savoir s'il faut faire des hôpitaux ou mettre des antennes 4G au bon niveau et ne pas se planter en fait, ne pas en mettre trop peu ou trop pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est immensément compliqué. Donc, par définition, on dit que l'État ne peut pas créer de richesse parce qu'il n'a pas capacité à échouer. Et c'est pour ça qu'avec Charles de Gaulle notamment, on propose souvent de rendre l'État prescripteur en allouant des enveloppes aux citoyens pour qu'ils puissent mettre ses enfants dans une école avec une enveloppe scolaire ou alors une enveloppe santé pour qu'ils puissent aller se soigner et qu'à chaque fois il y ait des incitations pour que les gens à leur échelle, au plus bas du niveau géographique, de façon très locale, se posent toujours la question, est-ce que ce que je vais dépenser vaut le service que je vais obtenir? Et voilà, donc ça introduit quelque part une mécanique de marché dans un système où le coût est supporté par la collectivité et pas une logique de haut fonctionnaire qui décrète que tel endroit a besoin de 2 classes en plus ou d'un hôpital en moins, etc. Donc voilà, la question de peut-on s'endetter intelligemment, j'imagine qu'on pourrait le faire, mais aujourd'hui, clairement, c'est pas le cas. Voilà, c'est tout le problème. Et c'est pour ça qu'on dit que l'État ne crée pas de richesse, mais que les entreprises, oui. Derrière ce raisonnement, c'est ça qu'il y a.
Ensuite, une autre question, alors que j'ai un peu tarabiscoté, mais qui revient à dire, est-ce que le capital est plus imposé que le travail? Une question qui revient assez souvent dans les débats politiques, notamment, à savoir est-ce qu'il faut plus imposer les investisseurs et les rentiers que les salariés. Alors pour ça, il faut faire le point, en fait, pour savoir déjà qu'est-ce qu'il en est réellement. Aujourd'hui, en France, on va dire qu'il y a 4 impôts principaux. J'ai marqué plus une foultitude d'impôts de production. Les impôts de production, c'est tous les impôts fixes ou plus ou moins cachés, ou il y en a de partout, il y en a des centaines en France. Donc ça, il y a la taxe d'habitation, la taxe foncière, la taxe sur le pétrole, la taxe sur la CFE, c'est la contribution foncière des entreprises, les taxes d'apprentissage. Il y a plein de taxes en fait comme ça qui se baladent un peu partout dans les composants de l'activité, de la vie et de l'activité économique française. Bon, ceux-là, on va les oublier et on va dire qu'en gros, on va déterminer nos calculs avec 4 impôts principaux. La TVA, c'est 20%, le plus souvent. Donc c'est quand même pas rien, c'est l'impôt qui rapporte le plus à l'État, faut bien le savoir. Ensuite, on a l'impôt sur les sociétés, qu'on appelle l'IS, qui en France est à 28%. Alors l'impôt sur les sociétés, en fait, vous calculez les bénéfices à la fin de l'année d'une société, vous en donnez 28% à l'État, et ensuite le reste appartient à la société. Après, une fois que l'impôt sur les sociétés est payé, l'entreprise, admettons qu'elle ait, je sais pas moi, 200 000 euros de cash dans ses comptes, il faut le distribuer, et pour ça, il faut payer des dividendes aux actionnaires. Bah, vous pouvez soit le réemployer dans la société, et puis là, vous le réinvestissez, soit vous le sortez en dividendes, et à ce moment-là, les dividendes, c'est imposé à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, donc on appelle l'IRPP, entre 0 et 40%, plus les cotisations sociales diverses et variées, il y en a pour 17,2%. Ou alors vous avez Macron qui a fait une flat tax de 30%. C'est-à-dire qu'on vous donne 100 000 de dividendes, vous payez 30% d'impôts, et puis c'est bon, vous en avez terminé avec les impôts. Voilà, donc au final, ça c'est le premier cycle. Et puis vous avez surtout, alors c'est pas vraiment une classe d'impôt, mais moi je le mets parce que c'est déterminant, c'est l'impôt sur la fiche de paye, hors impôt sur le revenu. Après ça, vous payez l'impôt sur le revenu, qui est de 55% environ, on va dire 50% à la rigueur pour être cool, parce que ça peut varier d'une entreprise à l'autre. Mais ça, souvent on me dit oui, mais non, mais sur une fiche de paye, c'est pas des impôts, c'est des cotisations sociales, c'est du salaire différé. Non, pour moi ça tient pas la route, parce que les impôts, par définition, c'est du salaire différé. Je veux dire, quand je donne de l'argent à l'État sous une forme ou sous une autre, c'est bien pour qu'il me rende des services avec, dont je bénéficierai plus tard. Quand il construit des routes, ça me permet d'aller plus vite et de mieux me transporter. Quand il me paye l'éducation, c'est une dépense que je n'ai pas à faire. Donc quelque part, quand l'école, c'est du salaire différé quand j'investis dans l'école. Pour les gens qui ont des enfants, mais c'est quand même un salaire différé. Je veux dire, si l'impôt par nature, c'est pas caritatif, ça sert à rendre un service qui permet au pays d'aller mieux et au final d'être plus riche. Donc voilà, la fiche de paye, c'est du salaire différé sur la retraite, le chômage et la maladie. Mais voilà, c'est une façon de différer un bénéfice parmi tant d'autres, et les impôts font le reste. Même pour les transferts sociaux, si on fait des transferts sociaux, au-delà du premier argument un peu naïf qui est parce qu'on est sympa, en vrai c'est parce que on se dit dans notre logique que si on ne fait pas de transferts sociaux, il y a des gens qui vont être pauvres et qui seront dehors en train de mendier, et qu'au final au bout d'un moment ça va nous pourrir la vie, qu'il y aura plus de criminalité, plus de maladies, plus de trucs pas cool. Donc au final il vaut mieux financer les gens pour les sortir de la pauvreté, et qu'ils aient une vie digne, plutôt que de les laisser mourir. Mais on peut y voir un intérêt égoïste dans celui qui finance les transferts sociaux, qui est d'avoir un pays qui tient la route, quoi. Voilà, tout simplement. Et pour pas être embêté et de pas devoir se payer des gardes avec des mitraillettes devant chez lui, parce que y a trop de gens malheureux et démunis qui lui pourrissent son bonheur égoïste. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la fiche de paye, c'est de l'impôt. Voilà. Cette histoire de salaire différé, oui mais non. Ensuite, alors maintenant, on peut passer au calcul. Donc la logique de calcul
pour les revenus du capital. Alors, pour les revenus du capital, alors la TVA, c'est compliqué. Elle est payée à la fois par le patron et par le travail quelque part, parce que c'est un impôt qui se calcule avant tout le reste. Donc on peut se dire, d'un côté, s'il n'y avait pas la TVA, peut-être que le patron, il augmenterait ses prix pour payer ses salariés plus, ou alors les gens paieraient moins cher les produits, donc au final, ils gagneraient plus parce qu'ils paieraient moins. Ou alors, bah non, le patron, il monterait ses prix et il distribuerait tout en dividendes. Honnêtement, on n'en sait rien parce que tout ça, ça dépend pour chaque secteur économique. Dans la restauration, on a bien vu, les prix n'ont pas baissé et les salaires n'ont pas monté. Donc voilà. Donc on va mettre ça à la charge de l'imposition sur le capital, parce qu'en réalité, à chaque fois que les entreprises ont un pricing power, la capacité à imposer leurs prix et une concurrence qui s'aligne dans le même sens, les prix ne baissent pas. Et les salaires ne montent pas. Donc on va le mettre plutôt dans le capital. Donc on prend 20% de TVA, ensuite vous enlevez 28% d'impôt sur les sociétés, après vous enlevez 30% de flat tax pour distribuer ça en dividendes, et là vous obtenez 58% d'impôt tout rendu. Ou presque, parce que dans la société, là, il y a encore tous les impôts de production qui se cachent un peu partout, et y compris, après la flat tax, vous avez encore vos différentes taxes quotidiennes que vous payez un peu partout à titre particulier. Mais on va dire que les impôts de production, ils impactent les deux de la même façon, et on va les neutraliser, parce que sinon, c'est vraiment trop compliqué à calculer. Donc voilà, en France, l'imposition du capital, c'est 58%. Et quand on dit c'est imposé à 30%, non, il faut tout compter. Ensuite, pour les revenus du travail, on a déjà 50 à 55%, 50% de la fiche de paye. Dans mon calcul, là, j'ai mis 50%. Moins l'impôt sur le revenu qui vient après. J'ai pris un taux effectif de 15%. C'est-à-dire que pour payer 15% d'impôt sur le revenu des personnes physiques, il faut déjà gagner pas mal. À 15%, je pense que sur 10 000 euros par an, sur 30 000 euros par an, ça va vous faire 4 500 euros d'impôt. Donc 400 euros par mois, vous devez déjà être, vous voyez. Pour ça, il faut toucher entre 3 et 4 000 euros par mois déjà, et pas avoir d'enfants pour être à 15%. Donc c'est déjà une tranche d'impôt assez conséquente. Au final, vous êtes à 62% d'impôt tout rendu en faisant ce calcul. Et si vous avez des enfants, vous êtes marié et que vous ne gagnez pas trop votre vie, vous allez baisser en impôt via l'IRPP. Et là, vous allez vous retrouver globalement à 60%, quoi. Donc j'ai trouvé cette question assez rigolote parce qu'elle permet de voir que le capital et le travail, dans le fond, c'est imposé à peu près pareil. Et ça, on s'en rend compte de façon très claire et nette quand vous êtes entrepreneur et que vous vous dites, alors quel statut je prends pour ma société? Est-ce que je prends le statut de société anonyme? Donc on se retrouve dans ce cas-là. Et on se retrouve à 60% d'impôt, soit vous optez pour du salaire. Donc vous avez des sociétés qui permettent, comme les indépendants, d'être imposés directement sur le chiffre d'affaires. Et puis vous vous retrouvez aussi à 60% d'impôt. Donc au final, ce qui fait varier le choix pour un entrepreneur qui est tout seul, ce qui fait varier le choix des statuts de la société, ça va être les frais, notamment dans son activité. Mais en termes d'impôts, ça donne l'impression que les calculs ont déjà été faits et qu'au final, c'est à peu près la même chose, quoi. Quand vous êtes alors pour les grandes sociétés, c'est encore différent, mais quand vous êtes un régime de monsieur, madame, tout le monde, ou même si vous êtes un entrepreneur qui gagne bien sa vie, mais dans une petite société, et voilà, c'est à peu près la même chose. Et en France, le tarif, c'est à peu près 60% avant les impôts de production. Donc après les impôts de production, on ne doit pas être loin de 70%. Voilà, sur ce, j'espère que je ne vous ai pas trop pourri la journée. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.